m'excuse vraiment pour... très bien. Je m'excuse vraiment pour Enfin, c'est pas ce petit retard, c'est un très énorme retard. J'ai eu un problème avec mon ordinateur, mais bon. Alors, on va parler aujourd'hui de la sémiologie urinaire. Donc, pour objectif, donc, vous devez connaître principalement les troubles mictionnels, caractériser une hématurie et surtout savoir évaluer la diurèse et connaître la colique néphrétique. Alors, pour introduction, il faut savoir que la sémiologie néphrologique est pauvre, contrairement à la sémiologie urologique qui est plus riche, et vous allez le voir ici dans ce cours. Alors, pour interrogatoire, donc, comme tout appareil est chez tous les patients, donc, on a besoin de recueillir les antécédents médicaux et chirurgicaux, notamment urologiques et néphrologiques, le traitement actuel, les antécédents familiaux, le mode de vie, alors, et surtout, recueillir les symptômes, des symptômes généraux, alteration d'état général, fièvre, des symptômes extra-urologiques ou bien néphrologiques. Alors, nous avons bien sûr pour la sémiologie des signes fonctionnels et des signes, bien sûr, physiques, donc à l'examen physique. Alors, pour les troubles fonctionnels, on va commencer d'abord par les troubles mictionnels, pardon. Mais avant, donc, il faut savoir qu'une miction normale, elle est volontaire, elle est indolore, donc ça fait pas mal. Elle est complète, donc on vide la vessie complètement et ça ne nécessite pas de poussée abdominale. Donc ça, c'est la miction normale. La fréquence d'émission par jour, elle se à 6 par jour. C'est-à-dire, on va aux toilettes, généralement, on va uriner 4 à 6 fois par jour. On a des anomalies donc de la miction. Premièrement, donc, nous allons parler de la dysurie. Alors, qu'est-ce que la dysurie? C'est une diminution de la force et du calibre du jet. Et ça nécessite un effort pour uriner. On a besoin de pousser et on a une sensation de lutte. Ce sont des mictions au goutte à goutte qui se font en plusieurs temps avec une sensation de vidange incomplet de la vessie. C'est-à-dire on a l'impression que la vessie est toujours pleine, toujours remplie d'urine. Et c'est l'expression clinique première d'une lutte. Et généralement, c'est un obstacle prostatique le plus souvent chez l'homme. Comme deuxième anomalie, nous avons la pollakiurie. Par définition, c'est l'augmentation de la fréquence d'émission. Ce sont des mictions donc fréquentes, de petits volumes. C'est juste que le nombre de mictions qui est quand même augmenté et ça dépasse les 6 par jour. Donc, on a une envie d'uriner permanente et il faut savoir la différencier de la polyurie dont on va parler tout à l'heure. Donc, la pollakiurie, rappelez-vous, donc on a dit que c'est juste une fréquence d'une miction qui est importante avec des mictions fréquentes et de petits volumes. Alors, pour un troisième trouble mictionnel, ce sont les brûlures. Les brûlures mictionnelles, donc ce sont des brûlures lors de la miction, elles orientent vers une origine urétérale ou vésicale. Alors, ces brûlures mictionnelles, bien sûr, ça signifie généralement donc des infections urinaires. Pour les rétentions d'urine, c'est l'impossibilité d'évacuer les urines, que ce soit en totalité ou bien en partie. On parle d'une rétention aiguë qui est brutale et douloureuse. Et on a aussi des mictions chroniques, des rétentions chroniques. On parle de mictions par regorgement. Elles sont souvent non douloureuses. Donc, les urines généralement débordent. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui urine sans faire attention. Donc, il retient ses urines, que ses urines débordent. Alors, pour l'incontinence, c'est l'inverse. C'est une perte d'urine involontaire, qu'elle soit consciente ou non. Alors, parfois, le patient, il est conscient qu'il urine, parfois non. Donc, on en distingue deux types. Il y a l'incontinence urinaire d'effort, qui est assez fréquente quand même. Elle survient après un effort, un rire, une forte toux. Ce sont des fuites en jet peu abondantes et pas de symptômes préalables. C'est-à-dire le patient, il est tout à fait normal, il est asymptomatique, n'a pas envie d'uriner, il est assis ou là, il travaille ou là, il fait du sport. Par exemple, s'il tousse, il a un petit jet d'urine. Et ça ne lui fait pas mal, c'est juste une perte d'urine. L'incontinence urinaire par urgence, ce qu'on appelle l'urgenturie, elle est immédiatement précédée d'un besoin urgent d'uriner. Je pense que ça arrive peut-être à quelqu'un
quelques-uns parmi vous. Donc, c'est une sensation dont on a donc une envie vraiment, vraiment pressante d'uriner et où le patient, en fait, ne peut même pas se retenir. Donc, ça aboutit à une miction qui ne peut être différée. Le plus souvent, elle est complète. Donc, le patient va vider complètement sa vessie. Donc, ça, c'est un truc. Docteur, s'il vous plaît, Oui, on va se reconnecter sur le même lien. oui, il n'y a pas de souci. Oui, parce que la réunion va s'achever. Ah, d'accord. OK, très bien. Recording in progress. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Donc, on a parlé donc de la rétention d'urine et l'incontinence urinaire. En fait, l'incontinence urinaire, c'est un vrai problème de santé, en fait, parce que ça pose donc un problème, en fait, d'éthique, beaucoup plus de gêne sociale qu'autre chose. Donc, ça gêne beaucoup plus les patients sur ce qui est donc sortie, travail. Donc, c'est gênant, ça fait pas mal, mais c'est gênant sur le plan social. Alors, comme pratiquement dernier trouble mictionnel, nous avons les impériosités mictionnelles. C'est un besoin urgent et irrépressible d'uriner sans incontinence. C'est-à-dire c'est juste quelqu'un qui, par exemple, n'urine pas, c'est-à-dire il urine le matin, bah, il va travailler, ou là il va à l'école, ou là il va étudier, comme vous par exemple, il n'urine pas toute la journée, à un certain moment, la vessie est pleine, elle est énorme la vessie, c'est un besoin urgent d'uriner. La nicturie, par contre, c'est une nécessité de miction plusieurs fois par nuit. Alors, pour la nicturie, alors ça peut être pathologique, ça peut être juste psychologique, ça peut être juste en fait physiologique par rapport à l'apport important donc d'eau. Donc, c'est ça la nicturie. Et la pneumaturie, c'est la présence d'air dans les urines et qui témoigne d'une fistule urodigestive qui est vraiment assez rare. Hein. Ce n'est pas aussi fréquent que ça. Donc, lors de l'examen de l'appareil urinaire, donc on a dit qu'il faut commencer par un interrogatoire, donc rechercher les antécédents, comme tout examen clinique, tout examen sémiologique, donc faire un bon interrogatoire, puis rechercher les signes fonctionnels. Donc, on a parlé des troubles mictionnels. Maintenant, on va parler de la diurèse. Alors, qu'est-ce que la diurèse? La diurèse, c'est le volume d'urine excrété par le rein. Donc, c'est ça la diurèse, excrété durant les 24 heures. Généralement, c'est 1 litre à 1,5, donc 1,5 litre d'urine par 24 heures. Et ça dépend aussi des apports hydriques. Donc, ça peut être plus comme ça peut être moins. Ça veut dire quelqu'un qui n'a aucun problème urinaire, il peut avoir donc une diurèse plus importante parce qu'il a pris beaucoup d'eau. Quelqu'un, la même chose, qui n'a aucun problème, donc aucune maladie, aucune pathologie, qui a une diurèse moins de 1000 parce que c'est quelqu'un qui ne boit pas d'eau. Donc, ça dépend donc des apports hydriques. Donc, ça, c'est la diurèse normale chez un sujet sain. Quand c'est la diurèse, il y a aussi des anomalies, des pathologies, des notions qu'il faudrait connaître. Clairement, on parle de polyurie, qui est l'augmentation donc du volume des urines. Donc, ça peut dépasser 3 litres par 24 heures et n'est pas forcément en lien avec une pathologie uronéphrologique. C'est ce qu'on parle, par exemple, de la polyurie dans le diabète. Donc, c'est quelqu'un qui perd beaucoup d'urine, jusqu'à 3 litres par 24 heures, et sans être en lien. Recording in progress. Donc, quelqu'un est en train d'enregistrer, il n'y a pas de souci. Donc, ça entraîne donc une augmentation de la diurèse jusqu'à 3 litres par 24 heures. C'est ce qu'on appelle la polyurie. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Alors, pour l'oligurie, c'est l'inverse. Alors, la polyurie, c'est l'augmentation des urines de plus de 3 litres. L'oligurie, qui est quand même pathologique, c'est moins de 500 cc par 24 heures. C'est moins d'un demi-litre par 24 heures. Donc, c'est une diminution importante et on pourrait penser à une insuffisance rénale. Donc, il faudrait réhydrater le patient. Il faudrait donner plus d'eau. Je suis en train de lire vos messages. Hein. Donc, celui qui veut enregistrer la présentation, il n'y a aucun souci. Moi, ça ne me pose aucun problème et je vais vous envoyer après le cours par votre. Alors, je vais l'envoyer à votre délégué. Donc, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire. Ça ne me pose pas de problème. Donc, ça, c'est la diurèse.
Alors, donc, on a parlé de la polyurie, donc c'est l'augmentation du volume des urines. On a parlé de l'oligurie, c'est l'inverse, c'est la diminution du volume des urines, moins de 500 cc. Et on a aussi l'anurie. Alors, l'anurie, c'est en fait l'absence complète d'excrétion d'urine. Il n'y a pas d'urine, rien après les 24 heures. Il ne faudrait pas la confondre avec la rétention. Donc, la rétention d'urine, c'est quoi la rétention d'urine? J'espère que vous avez suivi la rétention d'urine. Donc, la rétention, c'est qu'il y a des urines et le patient ne les élimine pas. Quand on a une anurie, s'il n'y a pas de production d'urine, il n'y a pas d'urine, pas du tout. C'est pas qu'il y a pas, c'est pas ce n'est pas l'absence de miction, c'est qu'il n'y a même pas d'urine. Donc, c'est ça la différence entre une anurie et une rétention d'urine. Donc, vessie fonctionnelle, on a parlé donc des troubles mictionnels, on a parlé de la diurèse. Et lors de l'examen aussi, on doit voir donc l'aspect des urines. On va voir les urines et on va examiner à l'œil nu, voir un examen plus approfondi après. Alors, pour l'aspect des urines, principale pathologie et anomalie à rechercher lors de l'examen donc de l'appareil urologique, lors de l'examen donc urologique, c'est l'hématurie. L'hématurie, c'est quoi? C'est la présence de sang en fait dans les urines. Donc, elle peut être d'origine néphrologique ou bien urologique. Donc, c'est la présence de caillots. Si on trouve des caillots, donc elle oriente vers une origine urologique. Si on trouve des cylindres hématiques, les cylindres hématiques, on ne les voit pas à l'œil nu, il faut un microscope et ça oriente vers une origine glomérulaire, donc c'est néphrologique. Donc, généralement, quand c'est urologique, c'est du sang pur qu'on voit, c'est pas comme atteinte rénale néphrologique. C'est la différence. Après, il faut dire, est-ce que c'est une hématurie macroscopique? Est-ce que c'est une hématurie microscopique? C'est-à-dire, on ne la voit pas à l'œil nu. Est-ce que l'hématurie, elle est au début de la miction? Est-ce qu'elle est terminale? Est-ce qu'elle, toutes les urines durant toute la miction? Donc, cette hématurie est totale. On doit faire la différence. Bon, je dois mettre pour voir vos messages. Quelle est la différence entre néphrologie et urologie? Par rapport à l'hématurie, où il y a la différence en général. Alors, néphrologie, c'est le rein. L'urologie, c'est l'appareil urologique. Bon, je n'ai pas fait un rappel anatomique parce que bon, vous avez déjà fait l'anatomie. Donc, néphrologique, c'est le rein. C'est une anomalie qui touche le rein principalement. Et l'urologique, on vous a répondu. Donc, il y a Shayma Hashmi qui vous a répondu. Donc, c'est la différence. Alors, par rapport à l'hématurie. Donc, l'hématurie entre la fin. Alors, oui. Donc, quand c'est urologique, généralement, ça touche donc les uretères, bien la vessie. Donc, on va voir les étiologies. Bon, on va voir les étiologies. On va à peu près les étiologies, les hématuries d'origine urologique. Soit c'est une infection urinaire, c'est une inflammation de la vessie ou bien des uretères, soit parce qu'il y a un obstacle. Généralement, on a mal les urologiques. La néphrologique, c'est autre chose. Quand on trouve une hématurie néphrologique, c'est ce qu'on appelle l'origine glomérulaire, c'est au niveau du glomérule, ça signe des pathologies rénales importantes. Donc, des syndromes néphrotiques, des syndromes néphrétiques. Donc, c'est une atteinte rénale. On peut avoir une insuffisance rénale, des pathologies néphrologiques rentrant dans le cadre de maladies de système. On peut avoir une atteinte, une amylose, par exemple, rénale, c'est-à-dire que c'est une atteinte propre du parenchyme rénal. Et la prise en charge, elle diffère. Alors, tout ce qui est néphrologique, en fait, c'est médical, c'est une prise en charge médicale. Tout ce qui est urologique, c'est une prise en charge pratiquement chirurgicale. C'est ça la différence entre les deux. Donc, il faut voir la différence entre les deux. C'est pour la recherche étiologique des deux hématuries. C'est bon, vous avez compris? Je ne sais pas qui m'a posé la question. Je vous en prie. Alors, donc c'est ça la différence. Donc, hématurie néphrologique rénale ou bien urologique. Maintenant, bon, pour l'hématurie, on a dit qu'il y a une hématurie macroscopique, microscopique, et il faut savoir, est-ce que l'hématurie est initiale, terminale ou bien totale? Alors, pour l'hématurie, macroscopique, c'est quoi par définition? C'est quoi par définition? Donc, c'est une coloration rosée. C'est ce que vous voyez à l'image ici. Ça, ce que vous voyez à l'image ici, c'est une hématurie macroscopique. Donc, ça, c'est une poche, un sac collecteur d'une sonde urinaire. On voit des urines pratiquement rougeâtres. C'est du sang. Donc, on le voit à l'œil nu. Déjà, on sait que les urines, déjà, il y a de l'hématurie qui est macroscopique. Donc, c'est une coloration rosée à rouge des urines en rapport avec la présence, bien sûr, d'hématies. Donc, le globule rouge
dans les urines. Et généralement, elles sont supérieures à 10 puissance 6 par millilitre. Donc, plus pratiquement donc, 1 million de globules rouges dans les urines. Et c'est le plus souvent d'origine urologique. Donc, que ça soit cystique, que ça soit donc urétéral, que ça soit traumatique ou la néoplasique. Généralement, quand on trouve vraiment du sang à l'œil nu, on pense généralement à un problème urologique et non néphrologique. La teinte rénale ne donne pas d'hématurie macroscopique. Alors, pour l'hématurie microscopique, ce sont alors, quand on sent d'un patient et on prend un sac collecteur, l'aspect des urines est normal, c'est-à-dire la coloration des urines, elle est normale. Et quand on fait un lab six, généralement, donc une bandelette urinaire, ou bien on fait donc une chimie des urines, on trouve donc des hématies au niveau des urines. C'est ce qu'on appelle une hématurie microscopique. Ça veut dire qu'on ne la voit pas à l'œil nu, mais on la recherche lorsqu'on fait un lab six, donc une bandelette urinaire, ou bien un examen donc par une étude chimique des urines. Maintenant, quand on identifie donc l'hématurie macroscopique et microscopique, on doit savoir si cette hématurie est initiale, terminale ou totale. Donc, initiale, ça veut dire qu'elle est plus marquée au début de la miction. Quand on parle d'une hématurie terminale, c'est vers la fin de la miction. Et l'hématurie totale, en fait, c'est pratiquement durant toute la miction. Alors, bon, l'hématurie totale n'a pas de valeur localisatrice. Par contre, l'hématurie initiale et terminale, si. Alors, quand elle est initiale, juste au début donc, de la miction, donc au moment de commencer donc à uriner, ça oriente vers une origine urétérale ou prostatique. Ça veut dire vraiment en distalité. L'inverse, quand c'est terminal, c'est plus d'origine vésicale. C'est-à-dire cette hématurie, elle est d'origine donc vésicale. C'est au niveau de la vessie qu'on a ce problème, donc que ce soit une infection urinaire ou on va dire une néoplasie donc vésicale. Donc c'est ça la différence. Donc quand vous interrogez votre patient, quand vous allez rechercher des signes fonctionnels, il faudrait toujours penser à poser la question au malade, est-ce que cette hématurie, est-ce que cet aspect donc que vous avez donc quand vous urinez, cette coloration rougeâtre, est-ce que vous l'avez constaté en début de miction ou bien à la fin de cette... Recording stopped. Donc ça, c'est pour l'aspect des urines. Alors, comment on fait donc en pratique à l'examen? Donc, on fait le test des 3 verres. Donc, on demande aux patients d'uriner dans 3 verres, dans 3 récipients. On a des 3 verres en plastique. Recording in progress. La miction, au milieu de la miction et à la fin de la miction. Et on va voir donc l'aspect des urines, s'il est plus important donc au début de la miction, s'il est à la fin de la miction. Donc, c'est ça là pour nous. Donc, quand on examine, quand on veut voir nous-mêmes, c'est-à-dire en tant que médecin, cette coloration est est-ce qu'elle est débutante ou bien terminale. Donc l'aspect des urines, principalement, on a dit qu'on recherche donc la coloration rougeâtre des urines, c'est l'hématurie. Il y a d'autres anomalies qu'on pourrait détecter donc juste à l'aspect des urines, c'est en fait la pyurie. Ce sont des urines qui ont un aspect troublant, donc opaque. Je ne sais pas si vous voyez l'image, donc c'est des urines opaques, blanchâtres par rapport à des urines normales qui sont en coloration jaune verdâtre, on va dire la jaunâtre, claire en tout cas. Donc ça correspond à la présence de leucocytes. C'est ça que c'est blanc et ça signifie donc la présence de pus dans les urines et c'est très péjoratif. La chylurie, quant à elle, c'est un aspect laiteux des urines et c'est une rupture donc, de la fatigue dans les voies urinaires. Donc, les urines foncées, on a d'autres aussi colorations qui ne sont pas vraiment pathologiques. C'est la coloration des urines. Donc, parfois, elles sont foncées, donc de couleur bière brune, donc on va dire couleur marron, si vous voulez. Ça traduit un ictère à bilirubine conjuguée. On a des colorations d'origine alimentaire. Alors, il faut faire attention. Donc, parfois, le patient vous signale une coloration donc rougeâtre ou bien rosée. Quand vous allez faire la bandelette urinaire, il n'y a pas d'hématurie. C'est en fait, il faut toujours demander au patient est-ce qu'il n'a pas mangé d'aliments qui ont une coloration rougeâtre, notamment la betterave. Ça donne vraiment une coloration, que ce soit dans les urines ou dans les selles. Donc, toujours penser à demander au patient s'il n'a pas pris de betterave ou de mûre ou de cerise, donc les fruits rouges, on va dire les fruits rouges ou bien principalement la betterave. On a des colorations donc d'origine médicamenteuse, c'est la aussi coloration. Et parfois, on a des urines mousseuses. On a l'impression que c'est de la mousse, le roi. Donc, de la mousse,
ça traduit un débit anormal de protéines. Donc, il faut penser à tout ce qui est syndrome néphrotique, atteinte rénale, parenchymateuse, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la néphrologie. Donc, vous allez voir les pathologies après rénale et tout quand vous serez en 5e ou la 6e année. Enfin, je ne sais plus exactement quel âge, mais les pathologies donc rénales, vous allez les faire après. Donc, il faudrait aussi faire attention à ne pas confondre l'hématurie avec donc la contamination des urines par les métrorragies donc chez la femme. Donc, il faut faire attention. Il faut toujours rechercher des métrorragies associées, donc examiner donc les femmes, les patientes, et ne pas confondre aussi les urétrorragies, donc les saignements donc urétérales, donc l'écoulement sanglant de l'urètre qui est présent en dehors des mictions, généralement quand il y a des néoplasies ou bien des infections génitales chez l'homme. Donc, les infections génitales chez l'homme, il peut y avoir donc un écoulement sanglant par l'urètre, mais en dehors des mictions. C'est du sang carrément qui sort par l'urètre, mais ça ne correspond pas donc à des mictions hématiques. C'est bon, vous suivez? Personnel. Hein. Est-ce que vous suivez? Oui. Oui, docteur, on est là. Alors, donc, on a dit, donc, on a recherché les signes fonctionnels, donc, on a recherché les troubles mictionnels, on a vu, donc, la diurèse quantifiée, si vous voulez, la diurèse, par donc, un sondage urinaire. On a vu, donc, l'aspect des urines. Donc, après sondage, on a vu le sac collecteur. Est-ce que ce sont des urines où il y a des hématuries? Est-ce qu'elles sont colorées? Est-ce qu'elles ne sont pas colorées? Est-ce qu'il y a du pus? Est-ce qu'il n'y a pas de contamination, etc. Donc, on a vu tout ça. C'est bon, on a fait donc l'examen, donc on va dire urologique. Il y a un autre examen maintenant, examen si vous voulez, un autre symptôme si fonctionnel qui est très fréquent, qui est très rapporté par donc les patients, c'est la colique néphrétique. En fait, la colique néphrétique, c'est la douleur, hein. C'est une douleur. Madame, c'est quoi métrorragie? Allez, c'est une douleur, donc pardon? Métrorragie. J'ai pas entendu, pardon? C'est quoi des métrorragies? Les métrorragies, oui. Là, il n'y a pas très bien. Donc, au moins, vous suivez. Donc, vous suivez. Alors, les métrorragies, en fait, c'est les femmes ont des règles. Donc, les femmes ont un cycle menstruel qui est censé être régulier de 28 jours, mensuel, etc. Les métrorragies, c'est la survenue de règles, donc sont en dehors des règles normales, en dehors du cycle normal. Par exemple, une patiente qui a sa menstruation, on va dire, de J1 à J6, elle est censée rester propre après pendant 28 jours et après avoir ses règles une deuxième fois, sa menstruation une deuxième fois après. Les métrorragies, c'est la survenue malheureusement donc, de saignement génital, donc chez la femme, en période, si vous voulez, donc conceptionnelle ou là en dehors ou là même après la ménopause, et la survenue donc de sang en dehors du cycle menstruel normal, en dehors de la menstruation normale. C'est ça les métrorragies. Donc, donc la patiente, des fois, elles font la différence, des fois non. Donc, elle ne fait pas la différence qu'elle fait un métrorragie associée. Est-ce que vous avez compris? Moi, je dois lire. Oui, j'ai compris. Non, ce n'est pas l'hémorragie utérine. Mais je ne sais pas qui a répondu à des BA, ce n'est pas l'hémorragie utérine. Donc, les métrorragies, c'est la survenue de menstruation en dehors donc, du cycle menstruel habituel. Donc, c'est ça les métrorragies. Donc, on a dit maintenant, c'est la colique néphrétique qui est un symptôme très fréquent donc, de consultation, si vous voulez, que ce soit en consultation générale ou bien au pavillon des urgences, même si la plupart du temps, c'est une consultation au pavillon des urgences tellement qu'elle est intense. Donc, c'est quoi cette colique néphrétique? C'est une douleur colique, c'est une douleur, donc c'est une douleur brutale. Donc, au niveau d'une fosse lombaire, qu'elle soit droite ou gauche, comme vous voyez à l'image, elle irradie vers les organes génitaux externes, bien sûr, chez l'homme. Ou là, chez la femme, c'est-à-dire elle suit un trajet, donc elle est donc au niveau de la fosse et elle suit un trajet antérieur. C'est un fond douloureux permanent, insupportable. C'est l'une des pires douleurs que l'homme, si vous voulez, peut ressentir. C'est une douleur insupportable et il y a une alternance de douleur paroxystique et d'accalmie. Ça veut dire, mais généralement, c'est une douleur permanente et insupportable et n'a pas de position antalgique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune position qui soulage le patient.
Il n'y a aucune position ontalgique. Et généralement, le patient qui présente une colique néphrétique consulte généralement directement au pavillon des urgences, tellement qu'elle est insupportable. Il recherche en tout cas un traitement symptomatique pour cette douleur. Cette colique néphrétique est accompagnée parfois d'ématurées, mais pas tout le temps, et pouvant être soulagées par l'émission d'une lithiase. Alors, lithiase, ici, je parle de lithiase rénale. Donc, cette colique tellement la douleur, c'est généralement la présence d'un calcul. Lithiase, c'est un calcul, en fait, au niveau du rein, au niveau donc des voies urinaires intrarénales, et localisées généralement. Donc, c'est des micro-calculs, des macro-calculs. Parfois, le patient, donc, il le sait, il est au courant qu'il a des calculs, parfois non. Donc, la première manifestation, c'est par cette... Pardon. La colique néphrétique a toujours une relation avec la présence de calculs rénaux. Non, parfois, pas forcément, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à détecter ces calculs rénaux. Parfois, elles sont tellement petites, ces lithioses, elles sont très très petites, qu'on n'arrive pas à les voir, ou parfois le patient, c'est-à-dire les élimine aux urines et ils ne se rendent même pas compte. Mais oui, pratiquement à 99% des cas, c'est la cause, oui, elle est donc d'origine lithiasique. Donc la plupart du temps, elle est lithiasique. L'autre, le petit pourcentage de créer, c'est des fois des malformations donc au niveau donc pyélocalcium, donc au niveau des voies urinaires intrarénales, donc des petits vaisseaux, des petits canaux, si vous voulez. Non seulement, ça touche la femme et l'homme, c'est le rein. Donc tout le monde a deux reins. Donc, que ce soit une femme ou là, un homme ou là, un vieux ou là, un enfant, si vous voulez, on a tous, soit des hommes ou bien des femmes. Donc cette colique néphrétique peut toucher et l'homme et la femme, les deux. Donc la douleur, elle est au niveau du rein, c'est lombaire. Au niveau des lombes, c'est comme vous voyez à l'image. Donc ça touche et l'homme et la femme. Le plus souvent, c'est lié à une lithiase. Pourquoi ça donne cette douleur? Parce qu'en fait, il y a des voies urinaires qui sont très, 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 très petites. En fait, les urines viennent d'où? Donc c'est le rein. Donc c'est le rein qui fait donc l'élimination des déchets de l'organisme. Donc ça passe par le rein. Le rein, c'est un filtre. Dans le rein, il y a des petites voies excrétoires, donc des petites voies intrarénales. Ben, on a les uretères et l'urètre. Après, on a une élimination donc à l'extérieur. Donc, au niveau de ces petits canaux rénaux, il peut y avoir une obstruction, une occlusion par ces calculs. Les calculs, alors l'origine de ces calculs, ça peut être donc d'origine génétique. Donc, il y a des familles qui ont ces problèmes de calculs rénaux. Parfois, c'est par excès donc, de l'acide urique dans l'organisme et parfois par excès du calcium dans l'organisme. Donc, il y a un dépôt en fait calcaire, si vous voulez, donc au niveau de ces petits voies et formation donc de petits calculs, c'est les hajar cérébrales. Donc, parfois, elles sont vraiment inframillimétriques, mais parfois, elles sont plus grandes. Et quand ça passe dans les canaux, le canal, parfois, il est étroit. Donc, il y a un blocage de ce calcul et ça donne cette douleur intense. Donc, c'est l'impossibilité donc, du passage de ce calcul donc, au niveau des voies urinaires et ça donne une douleur vraiment exquise, une douleur insupportable. C'est bon? Normalement, vous avez compris, monsieur étudiant. C'est bon? Très bien. Alors, cette douleur, elle est tellement intense. Je vous dis que c'est une douleur, mais insupportable, vraiment insupportable. Elle peut s'accompagner par des nausées, par des vomissements, par un syndrome subocclusif sur ileus réflexe. Alors, ces symptômes-là, c'est pas par rapport, en fait, à cette lithiase ou là, cette anomalie rénale. C'est en fait tellement que la douleur, elle est insupportable, tellement que la douleur est très forte, que le patient on a en fait une réaction donc adrénergique et on a ces symptômes donc de ce qu'on appelle en fait des symptômes de choc vagal. C'est la réponse de l'organisme à cette douleur importante. Donc c'est ça la colique néphrétique. Alors toutes les douleurs lombaires bien sûr ne sont pas des douleurs de colique néphrétique. Il faut savoir évoquer les exercices différentiels. Donc on peut avoir un infarctus rénal. C'est une douleur donc au niveau du rein, mais ça ne suit pas un trajet. Donc c'est une douleur localisée. Je n'ai pas compris le syndrome. Quel syndrome, monsieur, la madame l'a pris? De quel syndrome vous parlez, s'il vous plaît? La colique néphrétique.
Alors, pour celui qui m'a posé sur la prise en charge chirurgicale, non, la lithiase rénale, quand en fait, on essaie de donner beaucoup de calcul. Donc, le calcul, par contre, il est important, il est objectivé à l'imagerie. On peut proposer, bon, pas de la chirurgie, mais il y a des techniques qui ont été, enfin, qui ont évolué actuellement. Donc, maintenant, on est en 2023. Il y a des techniques, donc, par laser. Donc, on va essayer de détruire ces calculs, enfin, cet énorme calcul pour le fragmenter, en fait, et le laisser passer dans les urines par les voies excrétoires normales. Donc, le but, c'est en fait d'évacuer ce calcul, c'est tout, mais surtout, en fait, de rechercher la cause. Est-ce qu'il n'y a pas d'hypercalcémie? Est-ce qu'il n'y a pas d'augmentation de l'acide urique? Et lutter contre, en fait, l'étiologie. Alors, pour la personne qui m'a parlé du syndrome, donc du dernier syndrome, je ne sais pas de quel syndrome vous parlez, mais on va parler. Alors, ces calculs ne disparaissent pas avec une prise médicamenteuse. Non, ça ne disparaît pas avec une prise médicamenteuse et ça ne nécessite pas de prise médicamenteuse. Pour le calcul rénal, il faut boire de l'eau plate. Alors, de l'eau plate, c'est de l'eau du robinet ou là de l'eau de source qui ne contient pas trop de minéraux qui peuvent aggraver le dépôt calcaire, donc au niveau du rein, et donner donc la formation de ces calculs rénaux. La prise médicamenteuse qu'on donne en cas de colique néphrétique, ce sont que des médicaments donc à donner pour soulager la douleur. Donc, c'est des traitements symptomatiques. Donc, on donne des anti-inflammatoires, des antalgiques. C'est juste pour soulager la douleur. C'est tout. Mais il n'y a pas de traitement du calcul rénal. Le syndrome qui est associé avec les douleurs. La colique néphrétique, c'est pas un syndrome, c'est un symptôme. C'est une douleur du rein. Enfin, c'est une douleur au niveau du rein néphrétique. C'est le rein. La colique néphrétique, on a dit, il faut la reconnaître parce que c'est une douleur intense. Elle suit un trajet précis. Donc, le patient, quand il consulte, il a sa main derrière le dos au niveau des lombes. Alors, c'est au niveau de la hanche, si vous voulez. Donc, le fidjinabo, autrement dit, j'aime pas utiliser donc, le terme arabe, mais non, c'est pas grave. Donc, c'est au niveau lombaire. Donc, sa main est en arrière. Et ça suit un trajet antérieur. Donc, la douleur, quand il suit la douleur donc, par la main, donc sa main au début, elle est au niveau du dos, puis elle suit un trajet antérieur vers les organes génitaux. Donc, c'est une douleur typique qui fait extrêmement mal et n'a pas de position antalgique. Donc, elle n'est soulagée ni par le coucher, ni par le décubitus, ni par le lever, ni par la marche, ni par rien du tout. Il faut donner donc un traitement symptomatique puissant, donc des anti-inflammatoires forts. Et la plupart des patients nécessiteraient donc des traitements symptomatiques par injectable, donc un traitement donc plus puissant pour soulager la douleur. Et il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, on donne de l'eau pour juste le patient doit boire de l'eau pour essayer d'évacuer ce calcul rénal. Bien sûr, si le patient est connu, s'il n'est pas connu, il nécessite une exploration. Donc, on fait donc un scanner, au moins une échographie donc abdominopelvienne, donc rénal surtout à la recherche de calcification, donc de calcul rénaux au niveau du rein. Si on ne le voit pas à l'échographie ou si le patient reste toujours symptomatique, on fait un scanner, voire des imageries plus approfondies que ça. Mais le but du traitement, en fait, de l'eau, c'est juste pour évacuer le traitement. Alors, on boit de l'eau du robinet. On boit l'eau du robinet. Oui, on boit l'eau du robinet. C'est ce qu'on appelle de l'eau plate. Parce que bon, en Algérie, malheureusement, l'eau tana, elle est pourrie. Enfin, je ne sais pas si elle est buvable, on va dire. Je ne sais pas si vraiment elle est propre. Mais oui, normalement, on boit de l'eau du robinet parce que ça ne contient pas de minéraux. Alors, elle parle d'un syndrome cité dans le diapo d'Aaron NUM 19. Le syndrome subocclusif, je pense. Alors, une minute, je vais lire. Parce qu'il y a beaucoup de minutes peuvent aggraver ça. Oui, pour éviter les minéraux, très bien. J'ai mal entendu pourquoi l'eau du robinet. L'eau du robinet, parce que c'est de l'eau plate et ça ne contient pas de minéraux. Je n'ai pas classifié le calcul. Ah, d'accord, merci. Ah non, il n'a pas compris ce syndrome. Alors, subocclusif, oui. Le syndrome subocclusif réflexe, j'ai dit bien, c'est mentionné sur la diapo, sur ileus réflexe. Je m'intéresse ileus réflexe, un ileus réflexe, c'est en fait une contraction, si vous voulez, des intestins, si vous voulez, donc des intestins réflexes à cette douleur. C'est en fait par réaction adrénergique, on a tellement cette douleur, un syndrome subocclusif. Maintenant, c'est juste une sensation
où le patient a très mal, c'est-à-dire au niveau de l'abdomen, au niveau de son ventre, sans qu'il y ait un syndrome occlusif proprement dit. Donc, c'est juste réflexe à cette douleur qui est importante. C'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un choc vagal. C'est lié à la réaction adrénergique qui est importante, tellement la douleur est intense et insupportable. Mais ça ne donne pas de syndrome occlusif. C'est pas un arrêt des matières et des gaz, si vous voulez. Donc, c'est juste, donc la douleur, elle est tellement importante au niveau du rein que le patient va, comment dire, va contracter ses muscles et on va avoir un aspect de ventre dur. Est-ce que vous avez compris? Pour celle qui m'a posé la question. C'est bon, là pour celui, enfin, je sais plus qui m'a posé la question. C'est juste réflexe, c'est par rapport à la contraction due à la douleur qui est intense. C'est une douleur intense, ça n'entraîne pas d'arrêt des matières et des gaz. C'est juste un syndrome subocclusif. Ça donne un aspect, en fait, de l'aspect avec le patient, il est vraiment agité, une douleur atroce, douleur abdominale, les jambes pliées sur lui, mais c'est pas un syndrome subocclusif proprement dit. J'ai dit bien sûr, Ilius réflexe, c'est par rapport à la douleur qui est insupportable. Donc, on continue. Donc, on va dire, j'ai dit aussi que toute douleur n'est pas une colique néphrétique. Il faut savoir aussi, donc, évoquer les diagnostics différentiels. Alors, contraction du paroi abdominale, la paroi abdominale. Non, les intestins ne se contractent pas. C'est la paroi, donc c'est les muscles de l'abdomen qui vont donner cet aspect. C'est pas les intestins qui se contractent. Les intestins vont se resserrer, c'est tout, mais ça se contracte pas. C'est quand vous faites du sport avec, donc quand vous travaillez vos abdominaux et quand vous avez avec la sensation de douleur abdominale. C'est la même chose. C'est pas les intestins qui se contractent. Donc, il faut évoquer, j'ai dit, donc toutes les autres douleurs abdominales, les autres douleurs lombaires. Donc, on a l'infarctus rénal, qui est une douleur au niveau lombaire, donc au niveau rénal, qui est intense, c'est vrai, mais ça ne suit pas le trajet. Ça ne part pas vers vers l'antérieur ou vers les centres, pardonnez-moi, excusez-moi. Donc, ça ne part pas vers les organes génitaux externes. Il y a pyélonéphrite aiguë, elle est suivie, en fait, elle est associée plutôt à une fièvre. Donc, c'est un syndrome infectieux avec une douleur rénale. Donc, c'est une infection urinaire haute. C'est une infection qui se trouve au niveau du rein. Donc, on a un tableau, en fait, clinique d'une infection. On peut avoir une petite infection de l'état général. On a une fièvre qui est quand même assez importante avec une douleur lombaire. La dissection aortique, quant à elle, donc, c'est pas du tout ça. C'est une douleur intense et ça ne suit pas le trajet donc des voies urinaires, mais beaucoup plus donc de l'aorte. Donc, elle est thoraco-abdominale et généralement, elle est localisée avec une chute tensionnelle. Donc, c'est une douleur assez localisée. Vraiment, elle est transfixiante, donc la douleur de la dissection aortique. L'hématome du psoas aussi, donc c'est un hématome, donc une collection du sang au niveau du muscle abdominal. C'est une douleur localisée, sans irradiation, et ce n'est pas une douleur insupportable, on va dire. Et là, bien sûr, les pathologies du musculo-squelettique, notamment du rachis, donc les hernies discales, etc., etc., etc. Donc, il faut juste faire la différence entre la colique néphrétique et les autres douleurs lombaires. Voilà. C'est bon? Donc, la colique néphrétique, je répète, c'est une douleur intense, qui fait très mal, qui n'a pas de position ontalgique, qui débute donc par la région lombaire, qu'elle soit droite ou gauche, donc ça dépend du rein atteint, et ça suit un trajet en antérieur vers les organes génitaux externes. Donc, c'est ça la douleur, la description typique donc, de la douleur néphrétique, de la colique néphrétique. Alors, pour l'infection urinaire, donc les infections urinaires elles peuvent se manifester par plusieurs symptômes. On peut avoir un syndrome irritatif avec une pollakiurie. Donc, on a parlé tout à l'heure de la pollakiurie. C'est en fait d'uriner à plusieurs fois sans que la vessie soit pleine. Donc, des impériosités mictiales et des brûlures mictionnelles. Donc, une impériosité mictiale, ça veut dire que le patient ne peut pas se retenir. Et une brûlure mictionnelle, quand le patient urine, il a cette sensation de brûlure. C'est par rapport à l'infection, donc aux germes qui sont présents donc, au niveau des urines. Parfois, il y a des éléments obstructifs. Donc, on peut avoir une dysurie, donc une impossibilité, si vous voulez, enfin,
voilà, une impossibilité d'uriner. On peut avoir une rétention aiguë d'urine, notamment en cas de prostatite. La prostatite, c'est une inflammation, qu'elle soit infectieuse ou non, de la prostate chez l'homme. Donc, ça peut entraîner donc une rétention aiguë d'urine. Et parfois, nous avons une fièvre ou bien une douleur lombaire. Donc, pour les infections urinaires, il faut savoir qu'il y a des infections urinaires basses et des infections urinaires hautes. Alors, les infections urinaires basses, généralement, ne sont jamais associées à une fièvre. Donc, basse, ça veut dire la vessie et on descend. Donc, c'est par rapport aux urètres. Quand elle est haute, donc ça touche donc le rein ou bien les uretères jusqu'à atteindre la vessie. Elle peut être accompagnée donc d'une fièvre et c'est une infection qui est plus péjorative qu'une infection basse et ça nécessite un traitement antibiotique injectable et non oral, voire même une hospitalisation pendant 2 à 3 jours parce que ça peut altérer la Je sais pas pourquoi. Alors, je suis Recording donc stopped. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Oui, Très bien. Parce que ça, vous m'excusez, ça s'est déconnecté. Donc, on a dit qu'il y a des infections urinaires basses et des infections urinaires hautes. Les hautes, c'est par atteinte donc du rein, des uretères et de la vessie. C'est plus péjoratif qu'une infection urinaire basse et ça nécessite un traitement généralement antibiotique par voie injectable. Et le plus souvent, c'est l'infection urinaire haute qui est accompagnée de fièvre et de douleurs lombaires. L'infection urinaire basse, elle ne présente qu'un syndrome irritatif avec pollakiurie et brûlure mictionnaire. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a rien du tout. Quand on fait un ECBU, donc c'est les principaux symptômes dont le patient rapporte. Quand on fait un ECBU, donc une étude cytobactériologique des urines, on va retrouver une infection qui est basse. Donc c'est au niveau de l'urètre seulement. Donc c'est ça la différence entre l'infection urinaire haute et basse. Alors, le dernier syndrome dont on va parler, enfin l'avant-dernier, on va dire, le syndrome, donc c'est le syndrome d'hypertrophie prostatique chez l'homme. Donc, ce syndrome, c'est le reflet d'une augmentation de la prostate, donc du volume de la prostate, et ça entraîne une obstruction des voies urinaires basses. Donc, imaginez-vous, donc alors la prostate, j'aurais dû vous faire un appel anatomique, mais bon, la prostate, elle se situe donc en avant donc de la vessie, donc après la vessie, et donc on regarde des urètres. Donc, de l'urètre. Donc, quand on a une augmentation du volume de la prostate, donc on va entraîner une obstruction de la voie urinaire. Donc, il y a une anomalie de passage des urines de la vessie vers les voies excrétoires externes. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme symptomatologie? Donc, une dysurie, une rétention d'urine, une pollakiurie, des mictions impérieuses, jusqu'à des uretères. Les urètres, pas les uretères, les urètres. Les urètres, pas les uretères. Les uretères, c'est entre le rein et la vessie. Pour celui qui m'a posé la question, donc les uretères, c'est entre le rein et la vessie. Les urètres, c'est entre la vessie et les voies, donc c'est la voie donc excrétoire externe. Donc ici, par donc l'augmentation du volume de la prostate, donc on peut avoir donc une occlusion de ces voies urinaires et entraîner une dysurie avec une rétention d'urine, une pollakiurie, des mictions impérieuses, etc. Donc, on va voir après comment on va examiner la prostate. Donc, chez l'homme, il faut faire attention
quand un patient de sexe masculin donc consulte pour une pollakiurie, ou la démiction urinaire ou une dysurie, éliminer donc tout ce qui est infection urinaire par un simple ECBU, par une simple étude de cytobactérie des urines. Donc, on va éliminer qu'il y ait une infection urinaire, faire un examen donc urologique. On va voir comment on va examiner la prostate à la recherche en fait d'une augmentation du volume de cette prostate, donc d'une anomalie prostatique. Pour les syndromes urémiques, donc c'est la conséquence d'un défaut d'épuration des déchets azotés. Donc, c'est par rapport donc à un problème rénal. Il comprend plusieurs symptômes, donc une anorexie, une confusion. Donc, c'est en fait l'excès d'urée, si vous voulez, de l'urée, donc de l'organisme qui n'est pas éliminé par le rein. Il faut faire très attention. Donc, devant un bilan rénal, quand vous faites par exemple un bilan rénal et vous trouvez un taux d'urée important, donc élevé, il faut faire attention à ça. Et donc, il faut compléter donc, par une échographie rénale à la recherche d'une anomalie rénale, réhydrater les patients, essayer de trouver c'est quoi le problème afin d'éviter qu'il y ait ce syndrome urémique avec une augmentation importante du taux d'urée dans le sang. Alors, pour l'examen physique, on arrive à l'examen physique. L'examen physique, il est simple. Donc, pour la sémiologie urinaire, il est simple. Alors, est-ce que la pollakiurie est quelque chose? Non, elle n'est pas. La pollakiurie n'est pas physiologique. Donc, la pollakiurie 2002. Donc, la personne qui s'appelle 2002. Donc, c'est pas c'est pas physiologique. Donc, la pollakiurie, par définition, on a dit que c'est des urines donc à répétition avec une vessie pratiquement pas pleine, c'est-à-dire c'est des mictions donc répétées plusieurs fois par jour sans en fait que la vessie soit pleine. Donc, généralement, ça a un problème. Si ce n'est pas une infection urinaire, si ce n'est pas donc une cause infectieuse, ça peut être donc une cause urologique, donc malformative, mais généralement, donc tout ce qui est malformation urologique, on les observe, donc on les diagnostique à l'enfance, donc au jeune âge, donc c'est des patients enfants, donc au jeune âge qui font des pollakiuries. Lorsqu'on fait donc tout ce qui est cystographie rétrograde, on va trouver des anomalies donc de la vessie. Ou bien parfois c'est un problème en fait du muscle du périnée, par exemple chez la femme qui accouche, ou chez des fois post-traumatiques, par exemple, chez des gens qui font des accidents de la circulation, etc. Donc, c'est post-traumatique par atteinte du muscle, des muscles du périnée. On peut avoir donc une atteinte donc de la vessie, par la vessie et entraîner donc cette pollakiurie, donc cette sensation, cette envie d'uriner sans que la vessie soit pleine. Mais ce n'est jamais physiologique. Donc, devant une pollakiurie, il faut d'abord, bien sûr, faire un ECBU, donc rechercher tout d'abord une infection urinaire, et puis s'il n'y a pas d'infection urinaire, refaire une imagerie à la recherche d'un problème malformatif ou d'une atteinte vésicale proprement dite. Donc, ce n'est jamais physiologique. Alors, pour l'examen physique, donc il est simple. Donc, on a l'examen vésical, donc de la vessie. Donc, bien sûr, à l'état normal, donc la vessie n'est pas palpable. Bien sûr, on ne va pas se palper une vessie. Alors, quand est-ce qu'on peut examiner la vessie? C'est juste quand on a un globe vésical. Alors, le globe vésical, c'est quoi? C'est une vessie pleine d'urine, mammalable les urines, et que dont les urines ne sont pas sorties. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une rétention, par exemple, urine volontaire ou non. On peut avoir donc ce qu'on appelle un globe vésical. Alors, c'est une palpation, comme vous voyez à l'image, donc d'une voussure. Donc, sur une voussure, donc c'est une surélévation suspubienne et douloureuse à la palpation. Elle est convexe vers le haut, décélée parfois juste à l'inspection, donc on peut la palper, voire même la revoir, donc la déceler juste à l'inspection. Et c'est la palpation, donc le fait de poser la main sur la région pelvienne, donc le patient a envie d'uriner. Donc c'est ça l'examen vésical, il est normal. C'est-à-dire la vessie n'est jamais palpable à l'état normal, sauf en cas de globe vésical. Et j'ai dit que le globe vésical, c'est une vessie augmentée de volume avec un excès d'urine dedans. Donc, soit c'est un globe vésical par rétention d'urine, c'est-à-dire que le patient il s'est retenu, il retient les urines, ou bien dû à un obstacle, donc des voies urinaires, comme on a parlé tout à l'heure. Le deuxième examen à faire, donc quand on examine un patient, c'est l'examen des reins. Donc, les reins ne sont pas palpables.
bien sûr, ils sont pratiquement jamais palpables, sauf si c'est un sujet vraiment maigre, hein, quand je dis maigre, mais sinon, normalement, les reins, on les palpe jamais. Donc, on n'arrive pas à les examiner, donc, par la palpation. Donc, qu'est-ce qu'on fait donc à l'examen des reins? Qu'est-ce qu'on fait donc à l'examen clinique? On va rechercher un contact lombaire. Alors, comment se fait cette recherche? Alors, c'était un patient, comme vous voyez à l'image, c'était un patient qui est allongé sur le dos, donc en décubitus dorsal, avec les genoux fléchis, donc les cuisses fléchies, c'est pour soulager, donc étendre donc les muscles abdominaux. L'examinateur est sur le côté, vous voyez sur l'image. La main antérieure abdominale, donc repousse le rein vers la main postérieure, donc on va palper la zone antérieure, donc on va pousser avec la main droite si vous voulez, donc on va mettre une main droite sur l'abdomen et la main gauche juste derrière le dos et on va appuyer par la main droite et on va essayer de pousser le rein en arrière. On va ressentir donc on va palper en fait une masse, une sorte de masse, c'est ça le contact lombaire. Alors si on palpe, donc si on va percevoir cette masse, on parle de contact lombaire et on doit préciser les contours, est-ce qu'ils sont bosselés ou non, est-ce qu'il y a des douleurs, etc. Mais généralement, on ne palpe pas. Quand on fait, c'est juste pour voir est-ce que cette masse, cette palpation est douloureuse ou non. Donc, on doit faire des examens plus approfondis. Est-ce qu'il y a des contours bosselés? On doit compléter par un scanner abdominopelvien. On va faire un ECBU. On va faire une chimie des urines. Donc, c'est pour nous pousser à rechercher, à faire une recherche plus approfondie. Donc, le deuxième examen à faire donc, pour ce qui est du rein, c'est la percussion des fosses lombaires, qu'on appelle le signe de Giordano. Donc, on va à la percussion d'une main posée sur la fosse lombaire d'un patient qui est assis avec sa deuxième main. C'est un patient, donc c'est une percussion comme vous le faites pour tout autre appareil, tout autre examen clinique, et on va percuter donc la fosse lombaire. Donc, la douleur exquise à la percussion, donc normalement chez un patient sain, donc il n'y a pas de douleur. La percussion n'entraîne pas de douleur. Donc, si on trouve à la percussion donc, des douleurs, ça traduit un obstacle des voies extractrices ou bien une infection urinaire haute. Donc, l'examen du rein chez un patient sain est tout à fait normal. On ne va rien trouver à l'examen sain. Si on trouve une douleur à la palpation ou bien si on trouve une douleur à la percussion, ça veut dire qu'on a une pathologie et qu'on doit la rechercher. Pratiquement, on va dire, donc j'ai dit par un ECBU, donc on va rechercher une infection urinaire, ou bien faire de l'imagerie. Donc un scanner, généralement, on ne va pas faire d'échographie parce que le scanner est plus approfondi. Donc on va faire un scanner à la recherche d'une anomalie donc rénale ou bien des voies excrétrices, donc des voies urinaires. La recherche de souffle, donc généralement, on va rechercher donc un souffle au niveau de l'artère rénale. C'est pour rechercher les sténoses donc de l'artère rénale. C'est un examen un peu difficile et rarement retrouvé, ou bien si on le retrouve, généralement ils ont d'autres symptômes que ça. Donc généralement les gens qui ont des sténoses de l'artère rénale, ils ont une HTA associée. Donc chez les patients qui ne présentent aucun symptôme, vous allez trouver un examen tout à fait normal. Donc, ça pour l'examen des reins. Le troisième examen qui est obligatoire lorsqu'on examine un patient, c'est l'examen de la prostate. C'est l'examen prostatique chez l'homme. Bien sûr, la femme n'a pas de prostate. Pas peine de vous le dire, mais quand même, je le dis pour éviter les problèmes. Donc, la prostate, chez l'homme. Donc, comment on fait l'examen de la prostate? Donc, c'est par le toucher rectal. Alors, comment se déroule ce toucher rectal? Comment on fait le toucher rectal? Donc, c'est un patient toujours allongé sur le dos avec les cuisses fléchies. On va lui demander juste de surélever un petit peu son bassin. Donc, c'est la meilleure position à faire pour faire l'examen prostatique. On doit toujours expliquer aux patients ce qu'on va faire. Donc, on va introduire notre doigt au niveau du rectum. On va utiliser des gants et toujours mettre des lubrifiants. Donc, un lubrifiant au niveau de l'index. Donc, quand on va introduire notre index donc, au niveau de la zone rectale, qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher la prostate. Donc, la prostate, elle est juste au niveau de la paroi antérieure que vous voyez à l'image. C'est ça, en fait, la prostate. La prostate, c'est ce qui est en gris. Elle est sous forme triangulaire, sous forme de châtaigne, autrement dit. Donc, on va percevoir cette prostate juste au niveau de l'ampoule rectale. Dès l'introduction, en fait, de l'index, donc au niveau de l'anus.
normalement, ce toucher rectal doit être souple et indolore. La prostate est indolore. Elle ne fait pas mal. Donc, quand on la palpe avec le doigt, elle ne fait pas mal et elle est souple. Et c'est la forme de châtaigne. Donc, quand vous allez mettre votre doigt, quand vous allez palper, vous allez sentir qu'il existe un sillon entre les deux. C'est pour ça qu'on parle de forme de châtaigne. Donc, c'est pratiquement, elle est sous forme de lobe. Donc, c'est ça le toucher rectal. Quand donc le toucher rectal il est pathologique, alors quand on palpe une prostate et qu'elle n'est pas souple ni indolore, qu'est-ce qu'on peut retrouver à la prostate? Donc, on peut percevoir un nodule. Donc, on va juste palper un nodule, un petit nodule, donc palper au niveau du doigt. Donc, ça peut nous orienter vers un cancer prostatique. Parfois, on va juste palper une prostate qui est vraiment augmentée de volume, qui est très douloureuse. Ça oriente vers une origine prostatique. C'est une inflammation de la prostate, généralement d'origine infectieuse. Et parfois, on a une augmentation du volume de la prostate, mais sans qu'elle soit douloureuse. Généralement, c'est ce qu'on dit sur les hypertrophies bénignes de prostate. C'est ce on appelle hypertrophie bénigne de la prostate. C'est très fréquent, surtout un de sujets âgés. Donc, c'est pratiquement les 3 anomalies donc, de la prostate. Mais ce toucher rectal, va nous permettre bien sûr donc, d'évaluer donc, notre prostate, d'examiner, d'avoir une idée sur notre prostate, mais aussi il peut nous aider sur ce qui est donc, aux alentours. Donc, vu qu'on introduit l'index au niveau du rectum, donc on va palper donc tout ce qui est en rapport donc avec la paroi rectale, on va rechercher des nodules, peut-être qu'on va percevoir des masses. Bien sûr, au toucher, vu l'introduction par l'anus, on va voir la tonicité du sphincter et l'aspect de l'anus. On va rechercher un fécalome. Un fécalome, c'est en fait des sels qui se sont donc collectés au niveau de l'ampoule rectale et ça peut entraîner donc un syndrome pseudo-occlusif avec une absence donc d'élimination des sels donc par ce fécalome, ou bien des mélénas, ou bien des rectoragies. Donc les mélénas, c'est du sang digéré avec un aspect de sel noirâtre, ou bien carrément du sang, donc des rectoragies. Et on va examiner bien sûr le cul-de-sac de Douglas. Le dernier examen à faire, mais on va pas le détailler parce que ma collègue normalement vous l'a fait la semaine dernière. Bien sûr, quand on examine un appareil urologique, on ne doit pas oublier d'examiner les organes génitaux externes chez l'homme. Donc chez l'homme, on doit toujours compléter donc par l'examen du pénis et l'examen des bourses. On ne va pas le détailler. Normalement, ma collègue vous a déjà fait le cours. Et voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je vous en prie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les passer par votre collègue Myriam. Donc, vous pouvez les envoyer à Myriam et me les enverra. Je répondrai à toutes vos questions tout à l'heure. Il n'y a sans aucun problème. J'espère que vous avez compris. Je m'excuse une autre fois pour le retard qu'on a eu donc avant le début de la séance. Et je vous souhaite une bonne continuation. Reposez-vous les vacances et surtout révisez bien parce que c'est bientôt donc vous aurez bientôt votre examen. Donc je vous souhaite une bonne continuation et voilà, c'est tout. C'est bon? Oui, je vais vous envoyer le cours tout de suite chez Myriam. Voilà, je vais l'envoyer à Myriam et elle va vous le transmettre, il n'y a aucun problème. C'est bon? Merci, madame. Je vous en prie, bon courage.